Aujourd'hui, je reçois Vincent Strauss, l'un des titans de la finance française. Le déficit américain s'accroît de 1 trillion de dollars tous les 100 jours. C'est-à-dire que, schématiquement, tous les jours que Dieu fait, la dette américaine progresse de 10 milliards de dollars. Même pour les États-Unis, ça commence à représenter un petit peu d'argent. Vincent a cofondé et dirigé Comgest, une société de gestion avec plus de 40 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Pour être très honnête, déjà, je le suis extrêmement méchant. Et on va me dire, mais qui êtes-vous pour parler comme ça ? Et je dirais que très honnêtement, le boulot que les banques centrales ont fait ferait rougir de honte ma concierge. Depuis qu'il a pris sa retraite, Vincent dispose d'une liberté de ton rare dans le milieu de la finance. Cela lui permet d'écrire sans langue de bois les problèmes de l'économie mondiale. Le pouvoir de création monétaire est en train de passer à la classe politique. Et quelque part, comme dit mon petit camarade de Charles Gave, c'est comme filer les clés de la cave à un ivrogne. Vous avez des gens qui n'ont qu'une seule passion, c'est distribuer du bifton. Alors au départ, on voulait faire un épisode sur les marchés émergents, l'Asie en particulier, la Chine, le Japon, qui sont vraiment des pays dans lesquels vous avez travaillé depuis des années. Des décennies même. Des décennies. Mais pendant la discussion préparatoire, en fait, vous nous avez dit, mais c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, il est beaucoup plus large. Il faut qu'on prenne un peu de recul parce qu'il se passe quelque chose d'important. Il y a un basculement de l'économie mondiale qui est en train de s'opérer et les investisseurs vivent dans le monde d'hier et pas dans le monde d'aujourd'hui ni de demain. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? D'une part, j'adorais Stefan Zweig, et c'est le monde d'hier simplement parce qu'effectivement, il y a un côté global. Je pense qu'il est important pour les personnes qui nous regardent, d'avoir une vision peut-être un petit peu globale de ce qui se passe dans le monde, parce qu'il y a des grands mouvements. Déjà, un des grands mouvements, c'est que moi, quand j'ai commencé à travailler sur les marchés financiers, la géopolitique n'avait strictement aucune importance. Or, aujourd'hui, la géopolitique, on le voit bien avec ce qui se passe, bien évidemment la crise en Ukraine, mais également l'espèce de rivalité très importante entre la Chine et les États-Unis. On se retrouve dans un environnement où il y a de plus en plus ce qu'on appelle un petit peu l'Occident, dans lequel il faut mettre, bien sûr, les grands pays de l'OCDE, schématiquement. Et en Asie, on met la Corée et le Japon dans ce sac. Et puis, il y a le Sud. Le Sud, et ce qui est quand même très important, c'est de voir qu'il y a maintenant une espèce de haine anti-Occident dans tous ces pays-là, attisée bien évidemment par la Chine et par la Russie, et que quelque part, l'Occident qui pensait avoir totalement tout gagné et qu'on avait un monde unipolaire centré sur notre vie, avec l'effondrement de l'ex-URSS, la chute du mur de Berlin en 89, et l'effondrement de la Russie, de l'URSS en 91, on pensait effectivement que nous étions dans un monde où on allait tout dominer. Et en fait, c'est aujourd'hui exactement l'inverse. On a une opposition frontale et quelque part, on pense que notre modèle allait inspirer les grands dirigeants du monde. Et au contraire, les Chinois aujourd'hui disent à tous ces dirigeants du monde, y compris les Brésiliens, l'Afrique, qui essaient d'investir massivement, ils leur disent, écoutez, on va vous aider, on va investir chez vous, mais on ne s'occupe absolument pas de votre vie politique nationale. Nous n'avons aucunement la prétention de vous donner un exemple de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. On est là simplement pour le business, disent-ils, surtout pour la géopolitique, de manière très importante. Et donc, la géopolitique est aujourd'hui importante. C'est un premier point. Le deuxième point, et là, je m'inscris dans le temps long, c'est qu'effectivement, on a des grands mouvements. Quand j'ai commencé à travailler dans les fins des années 70, nous étions à la fin de la période de l'inflation. Ensuite, il y a eu un pic des taux d'intérêt et de l'inflation à peu près 79-82. Il a fallu à peu près 2 ans pour que le mouvement se retourne totalement, pour passer d'un monde de taux d'intérêt élevés et d'inflation élevée à un monde de désinflation. Et il a fallu pratiquement 40 ans. Et ce mouvement s'est terminé en mars 2020, quand on a eu des mouvements extrêmement violents de baisse des taux d'intérêt avec le Covid. Tout le monde pensait que c'était un petit peu la fin du monde. C'était le niveau le plus bas des taux d'intérêt longs sur les États-Unis, le plus bas sur le Japon et l'Europe, qui avait même des taux d'intérêt négatifs. Les Bunds rapportaient du moins 1% pour du papier à 10 ans. Donc les Bunds, c'est les obligations allemandes. Il fallait payer 1% par an pour avoir la chance et l'honneur et le privilège de financer le gouvernement allemand. C'est quand même assez extraordinaire. Depuis, je pense que nous sommes rentrés maintenant dans une longue période non seulement de reprise de l'inflation, je vais y revenir, mais de maintien de taux d'intérêt relativement élevés. L'expérience prouve que dans les marchés,
les investisseurs, les professionnels ont tendance un petit peu à extrapoler les dernières années. Donc effectivement, tous les professionnels, et il y a peu de gens de mon âge qui sont encore dans les marchés, la plupart des professionnels ont 10, 15, 20 ans d'expérience derrière eux, et généralement, non seulement ils n'ont connu qu'une phase de baisse des taux d'intérêt et de baisse de l'inflation, et que d'autre part, souvent, on est dans des métiers où les gens sont comme dans des silos, très spécialisés. Ici, ils connaissent les obligations, ils connaissent les obligations de l'Egovise, emprunt d'État, mais ils ne connaissent pas forcément le high yield et d'autres secteurs. S'ils connaissent les actions, ils connaissent tel marché, tel autre. Mais il y a finalement très peu de gens qui ont une vision relativement globale de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Alors, c'est peut-être très prétentieux d'essayer de dire ça, mais je pense que pour essayer d'investir, et c'est un stock picker qui dit ça, mais je suis un stock picking et je dirais simplement, c'est très simple. La croissance des portefeuilles, la croissance tout simplement des résultats, ça provient des entreprises. Donc c'est le stock picking, l'analyse vraiment des entreprises. Mais les problèmes viennent généralement souvent d'un côté par le haut, du côté macroéconomique. Donc, quelque part, oui, mon métier de base, ce sont les sociétés, mais c'est important de comprendre l'environnement global, pour éviter de se prendre des coups dans la figure. Dans ce qui se met en place aujourd'hui, ça serait peut-être relativement facile de se prendre des coups dans la figure. Vous l'avez dit, on a eu une baisse des taux très forte. Là, on est plutôt en remontée. Comment vous jugez l'action des banques centrales européennes et américaines? Est-ce qu'ils prennent les bons choix? Alors, pour être très honnête, déjà, je le suis extrêmement méchant. Et on va me dire, mais qui êtes-vous pour parler comme ça? Je dirais que très honnêtement, le boulot des banques centrales, le boulot que les banques centrales ont fait, moi, dans mon esprit, ferait rougir de honte ma concierge. Parce que je pense que très honnêtement, c'est un extrêmement mauvais boulot qu'ils ont fait depuis très longtemps. Et ça a commencé avec M. Greenspan, qui était le monsieur qui imprimait de l'argent plus vite que son ombre, si je puis dire. Quand on a commencé à avoir des problèmes en 87, le réflexe a été « j'imprime de l'argent ». On a eu la crise de LTCM, un hedge fund qui a planté quand même beaucoup de banques. On a imprimé massivement de l'argent. Après LTCM, cette impression massive d'argent a favorisé le financement de tout ce qui était un petit peu Internet. Quand la bulle Internet a explosé, on s'est dit « oulala, mon Dieu, ça va peser sur les finances des ménages », le fameux effet Pigou, d'enrichissement et d'appauvrissement des classes moyennes. Et donc, il a fallu imprimer de l'argent. Grâce à cet argent qu'on a imprimé massivement, on a eu ce mouvement de bulle sur l'immobilier américain. Quand ensuite la bulle a implosé en 2008, il a fallu sauver tout le système. Et donc, en fait, on est dans un système où, tel le sapeur Camembert, on creuse des trous pour compenser le premier. Et puis, à chaque fois, on creuse des trous de plus en plus gros. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, effectivement, l'endettement mondial est juste absolument terrifiant. Il faut bien se rendre compte que les États-Unis, qui sont quand même la grosse bête de la machine, si je puis dire, les États-Unis, le déficit américain s'accroît de 1 trillion de dollars. On a ajouté des 3 zéros dans mon métier en 40 ans, mais il n'y a pas d'inflation. Le déficit américain s'accroît de 1 trillion de dollars tous les 100 jours. C'est-à-dire que schématiquement, tous les jours que Dieu fait, la dette américaine progresse de 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars tous les jours. Même pour les États-Unis, ça commence à représenter un petit peu d'argent. Et donc, effectivement, il faut bien se rendre compte que les États-Unis ayant 34 trillions de dollars de dette publique, la question à 100 balles, c'est qui est-ce qui va financer cette dette? Dans tout le cycle, et là je m'inscris aussi dans le temps long, le bon docteur Kissinger, quand on a eu les chocs pétroliers, avait pris son bâton de pèlerin et est allé voir les pays du Golfe en leur disant « finalement, on vous achète le pétrole plus cher, on vous donne de l'argent, cet argent, vous le remettez chez nous, c'est pas plus idiot qu'autre chose, c'est bien. » Et donc les États-Unis ont mis en place un modèle extraordinaire. Nous importons des matières premières, des tas de biens. On exporte un bout de papier sur lequel c'est marqué T-bonds, in God we trust. C'est quelque chose de fantastique. Le problème, c'est que maintenant, on est en face d'une pile de dettes considérable. Et donc, la vraie grande question, c'est qui va financer cette dette?
Si vous investissez en bourse, vous devez savoir que suivre son patrimoine, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai créé Finari, une application qui vous permet de connecter plus de 20 000 établissements, votre PEA, votre assurance vie, mais aussi vos comptes bancaires. Vous suivez ça de façon sécurisée et surtout de façon automatique. On calcule vos performances, on vous indique les dividendes que vous allez toucher et on calcule même les frais que vous payez pour vous permettre de faire des économies et finalement de gagner plus d'argent. Finari, c'est vraiment un outil indispensable si vous voulez optimiser la gestion de votre patrimoine. Et pour que vous puissiez profiter de toutes les fonctionnalités, je vous offre 20% avec le code qui va s'afficher à l'écran. Allez, on retourne au talk. Est-ce que vous pensez que là, ça pourrait être quoi le catalyseur qui ferait que l'économie américaine, qui va plutôt très bien, mais peut-être grâce à la dette, bascule dans une crise ? Bonne question. Tout ce que l'on peut savoir, si je puis dire, c'est que, en fait, la prochaine crise, le petit gnome, il sera rouge, vert, noir, je ne sais pas. Et où est-ce qu'il va mettre le grain de sable qui va faire que la mécanique va se bloquer, je ne le sais pas. Les choses peuvent durer parfois beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense. Et puis parfois, on a des surprises. Je parle du système de la dette. Pendant très longtemps, on avait un système qu'on appelait chimérique, entre la Chine et les États-Unis. Donc la Chine produisait et les Américains consommaient en quelque sorte. Ce qui fait qu'on a déplacé massivement l'outil de travail vers la Chine, qui aujourd'hui est dans une situation de quasi-monopole dans beaucoup de secteurs industriels, sujet quand même très très important. La conséquence de tout ça, c'est que on se retrouve maintenant avec un déficit multiple aux États-Unis, et pendant très longtemps, les Chinois ont été les gros financeurs de cette dette américaine. Mais aujourd'hui, ils sont vendeurs nets. Et si vous croyez que dans les mois ou les trimestres qui viennent, M. Xi va être un gros souscripteur, non, ils sont vendeurs nets. Tous les grands pays sont vendeurs nets, même les soutiens des États-Unis, que sont l'Arabie Saoudite. On pourra en reparler parce que c'était un soutien, c'était un petit peu moins. Le Japon, soutien conditionnel, lui-même vend de la dette américaine. Et donc, effectivement, on va être obligé, probablement à un moment ou à un autre, à monétiser cette dette américaine par le système bancaire. La fuite en avant. Alors, on n'est pas encore au Zimbabwe. Le docteur Mugabe ne va pas se réveiller au sortir de sa tombe, mais on est quand même dans une spirale, j'allais dire, qui fait que la dette américaine est très importante. Les taux d'intérêt ne peuvent pas beaucoup monter parce qu'un point de hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, un point de taux d'intérêt aux États-Unis, ça représente un décaissement de l'ordre de 2200 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. Un point d'intérêt égale plus de 2000 milliards de dollars de sorties en plus sur les... Donc déjà, on est dans une situation où les États-Unis vont devoir payer plus cher beaucoup de choses, à cause de la surenchère que l'on fait contre la Chine. Donc les biens vont être payés plus cher. Il faut financer la transition écologique. Il faut financer un effort d'armement. Tout ça va plutôt dans le sens de plus d'inflation que moins d'inflation, vous voyez ce que je veux dire. Et dans le même temps, en fait, la situation d'endettement mondial, et surtout aux États-Unis, est tellement terrible que la seule chose dont on a besoin, c'est de la croissance à tout prix. Parce que c'est le seul moyen pour en sortir. Et si, pour avoir plus de croissance, il faut avoir plus d'inflation, c'est ce que l'on va avoir. Alors, les banquiers centraux vont, la main sur le cœur, vous dire « nous ne voulons pas d'inflation », mais en pratique, ils disent « Coco, on ne veut surtout pas revenir à une inflation de 2%, et il y a extrêmement peu de chances que l'on revienne en Europe comme aux États-Unis à une inflation à 2% prochainement, parce qu'on ne le veut pas. On ne le peut pas et on ne le veut pas. On ne le veut pas parce que la dette, à un moment ou à un autre, elle est toujours payée un peu par le créancier, beaucoup probablement par le créancier en dévalorisant le pouvoir d'achat de la monnaie, un peu par le débiteur quand même, et également par la croissance. Donc on a besoin de ces éléments pour sortir de la crise de la dette, c'est de la croissance, de l'inflation. Et c'est comme ça. On ne peut pas sortir d'une dette aussi élevée sans un peu d'inflation, mais on ne peut pas le dire officiellement. Je voyais un post d'un gérant de fonds, Jean-Philippe Bouchot, qui mettait en parallèle la masse monétaire en circulation et la hausse des marchés actions. Et son constat, c'était que c'était extrêmement corrélé. En fait, on était un peu dans un système de Ponzi. Plus on imprimait de l'argent, plus les marchés actions augmentent. Est-ce que vous partagez ce constat ? Totalement.
Je dirais même plus, là aussi, je mets un élément sociologique, si je puis dire. Je vous parlais tout à l'heure du très mauvais travail fait par les banquiers centraux dans mon esprit. Et de votre concierge. Et j'ai beaucoup de respect pour ma concierge. Bien sûr, qu'on salue. La différence, c'est que, si vous voulez, tout est un petit peu comme si on était les disques autrefois. Vous voyez les disques, les pick-up. Il y a le centre. Le centre, c'est en fait le système, les banques centrales, qui, en injectant de l'argent, permettent de faire une croissance du prix des actifs, de tous les actifs, que ce soit de l'immobilier, des actions, de tout ce que l'on veut. Et effectivement, en profitent bien sûr tous les gérants de portefeuille, tout le métier financier. Nous sommes quand même essentiellement des parasites. On n'ose pas le dire parce qu'on essaie de justifier nos commissions, mais nous sommes un peu des parasites quand même. Et tout le monde des fusions-acquisitions, tout ce monde-là. Et donc forcément, ces gens-là disent aux banquiers centraux, monsieur le gouverneur, à votre politique, qu'elle est bonne, hein. Évidemment, ils sont les premiers bénéficiaires. Mais quand on est à la périphérie du système, le système dans les pays occidentaux, ce n'est plus la droite contre la gauche. C'est les forces qui sont au centre. On le voit bien, regardez en France, comment ça se passe, entre les gens qui profitent du système, les startups, tout ça, etc., et puis les gens à la périphérie qui se retrouvent, comme à la périphérie, on est éjecté quand ça commence à tourner un peu vite. Et c'est ça le vrai problème. C'est un sujet sociologique parce que ça crée des problèmes entre ceux qui ont de l'argent, les vieux et les jeunes. Le prix des actifs tellement élevé de l'immobilier dans beaucoup de pays fait que les jeunes ne peuvent plus se financer. Et dans en même temps, on voit l'inflation du prix des actifs, mais encore une fois, par défaut, probablement aujourd'hui, il faut avoir des actions parce que c'est la meilleure des précautions, j'allais dire, contre la dévalorisation du papier-monnaie, qui est un vrai sujet. Est-ce que les bons résultats des entreprises sont quand même responsables ou justifient en partie la hausse et les 15 dernières années de marché haussier qu'on a eu? Alors, les résultats ont été spectaculaires dans pas mal de cas. Reprenons le cas un petit peu des États-Unis. Il faut voir aussi, schématiquement, et regarder même la limite de la mondialisation et de la financiarisation de l'économie. Et je peux vous garantir que je ne suis pas un ami de M. Mélenchon. Mais prenez le cas des États-Unis. Qu'est-ce que l'on a? En fait, vous êtes patron d'une grande société et vous vous dites, j'ai tout compris, je fous toutes les usines en Chine. Comme ça, grâce à ça, j'ai les bénéfices qui montent et moi, je me fais des super bonus, etc. Et vous me dites, Vincent, je compte bien sur tes couillons de salariés pour acheter mes produits. Le problème, c'est que moi aussi, je suis bourré de stock options et je fais la même chose que vous. Ce qui fait qu'en fait, au niveau macroéconomique, si je puis dire, microéconomique, excusez-moi, des entreprises, on a effectivement des entreprises dont les bénéfices montent. Mais au niveau global, ça vous entraîne une espèce de paupérisation d'une classe moyenne qui a le sentiment d'être... Ce sont ces gens-là qui votent effectivement pour M. Trump, qui votent un petit peu... Parce que pour eux, la vie est dure. Encore une fois, prenons l'histoire un peu du disque qui tourne. Quand on est près du milieu du disque et la machine à imprimer les bifetons... C'est bon vivre. Si bon vont vivre, la vie est belle. Mais quand on est à la périphérie, on rigole pas tous les jours. Et c'est donc un vrai sujet. Ce qui fait que, oui, les bénéfices d'entreprise ont beaucoup progressé. Mais, encore une fois, il ne faut pas aller trop loin. Et souvent, dans ma vie professionnelle, rencontrant des grands dirigeants de société, je leur disais souvent, on ne vous demande pas de maximaliser les bénéfices de l'entreprise. On vous demande d'optimiser. Parce que maximaliser veut dire quelque part être un petit peu borderline au niveau de l'amortissement, au niveau de présentation des comptes, au niveau peut-être de petite tricherie, voire de grosses tricheries. Donc oui, les bénéfices des entreprises ont beaucoup progressé, mais il y a un moment ou un autre, qu'on le veuille, quand on va, et en particulier aux États-Unis, la répartition de la valeur ajoutée entre les entreprises et les salariés, il faut quand même qu'à un moment ou un autre, on ait un effet d'ajustement. Si on veut que les salariés puissent acheter les produits des entreprises, il faut qu'ils aient le pouvoir d'achat. Et c'est pour ça que je pense aussi que globalement, à un moment où on cherche plutôt de la main-d'œuvre, on le voit bien chez nous, on le voit bien aux États-Unis, nous sommes plutôt là également, je pense, entrés dans un moment, dans une période où les salariés, quelque part, vont reprendre une forme un peu de capacité à imposer des prix. Et c'est souhaitable parce que sinon l'économie, le système va se gripper. Si on veut que les bénéfices continuent à progresser, il faut que les salariés, que les gens qui sont simplement un petit peu à la périphérie, si je puis dire, aient aussi un espoir et un développement. Sinon, ce sont eux qui consomment. Je voudrais finir sur les banques centrales et peut-être, si votre concierge devient la présidente de la Banque Centrale Européenne demain,
qu'est-ce que vous lui soufflez comme politique? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour qu'on sorte de cette spirale d'hyper-impression d'argent? Alors, le problème, c'est que tout ça, ça a été fait derrière nous. En fait, la réalité, si vous voulez, et les marchés le voient bien, commencent à le comprendre depuis le début de l'année, c'est qu'en fait, les marchés commencent à comprendre qu'on va être obligé de dévaloriser le pouvoir d'achat des monnaies, du dollar en priorité, mais aussi de nos autres monnaies, à cause de cette impression d'argent. Mais il faut bien voir aussi qu'aujourd'hui, on voit tous les commentateurs que vous voyez dans les Bloomberg, les machins, ils sont tous en train de regarder, de se gratter la tête, de regarder comme les entrailles des poissons, des pitis. Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur? Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Powell, etc. C'est absurde. C'est absurde. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis bien longtemps, ce ne sont plus les banquiers centraux qui sont, je vais dire, les plus grands créateurs de masse monétaire dans le monde. Le pouvoir, il est passé aux politiques. C'est maintenant les déficits budgétaires. Aux États-Unis, on est sur la base d'un déficit budgétaire de plus de 8% par an, les plus élevés que l'on ait connus en période de paix. Donc, si vous voulez, le pouvoir de création monétaire est en train de passer à la classe politique. Et quelque part, comme dit mon petit camarade Charles Gave, c'est comme filer les clés de la cave à un ivrogne. Vous avez des gens qui n'ont qu'une seule passion, c'est distribuer du bifton. C'est normal, comme ça leur fait des électeurs, et puis en France, ça fait en plus des fonctionnaires pour mettre un fonctionnaire qui paye un pied de pièce, un fonctionnaire pour contrôler le deuxième fonctionnaire, etc. Donc ça permet d'avoir un chômage larvé, c'est formidable, mais la vraie réalité, c'est que on est dans la plupart des grands pays du monde en 2024 avec beaucoup d'élections. Évidemment aux États-Unis dans quelques mois. Et on est plutôt aujourd'hui avec une espèce de surenchère entre les deux candidats, qui est un peu une surenchère, j'allais dire, anti-chinois, une surenchère sur les taxes. Mais tout ça, comme on l'a évoqué, ça veut dire que le consommateur américain va payer beaucoup de produits et de choses beaucoup plus chères. Et donc, effectivement, la vraie réalité, c'est qu'il faut que l'on arrive à un moment ou à un autre à dégonfler les dettes publiques. Mais le pouvoir étant maintenant dans la main des politiques, en année électorale, vous avez déjà vu des hommes politiques vouloir dire « on va baisser les dettes ». Le premier qui dit ça, il est mort. Donc en fait, on est en train de faire une politique à l'Argentine, c'est « ah, tu dis 100 pour l'éducation, moi je dis 150, tu dis 150 pour je dis 180 ». En fait, on est aujourd'hui dans une course à l'échalote à qui dépense le plus. On l'a bien vu lors de la dernière élection présidentielle en France. Je voudrais qu'on se rapproche de nouveau de l'investisseur et qu'on se concentre sur le cas de l'investisseur particulier. Au vu de tout ce que vous avez dit, ce qui est quand même plutôt inquiétant, comment lui doit aborder cette période pour ses investissements? Et je voudrais commencer par les produits de taux. Alors, très honnêtement, après ce que j'ai dit sur ce que je pense être le mouvement d'évolution de taux d'intérêt, qui vont, je pense, rester plutôt relativement à des niveaux supérieurs à ce que les gens pensent, ils ne peuvent pas beaucoup monter. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, aux États-Unis et comme ailleurs, si les taux d'intérêt long terme montent, le système implose. Et donc, probablement, on va suivre une politique un peu à la japonaise de manipulation de la courbe des taux d'intérêt. Mais le cocu, c'est comme dans les pièces de boulevard, il y en a toujours un, le cocu sera quand même l'épargnant, parce qu'il sera probablement avec des taux d'intérêt trop bas, et dans une phase plutôt où il y a de l'inflation. Donc, on sait déjà qu'il ne faut pas avoir d'obligations, et que, encore une fois, ce qui a très bien marché pendant les 40 dernières années, le 60-40, où quelque part... 60% actions, 40% obligations. C'est ça. Cette politique était formidable parce que les 40% obligataires de la poche obligataire vous donnaient toujours les coupons qui étaient distribués. Et comme les taux d'intérêt baissaient, vous aviez en plus des gains en capital. Donc, quand les années étaient mauvaises dans les marchés d'actions, vous aviez la poche obligataire qui vous sauvait. Mais ça, la messétide pour ça, c'est totalement terminé. Nous sommes maintenant dans un monde plutôt d'inflation. Pendant cette période de désinflation, les obligations étaient le produit qu'on peut appeler antifragile, qui vous permettait d'avoir une stabilité de votre portefeuille. Maintenant, dans un monde plutôt d'inflation, ce sont plutôt les matières premières ou les producteurs de matières premières qui jouent ce rôle. Or, les gens ne sont pas du tout positionnés. Donc, on évite d'avoir les produits de taux. J'y peux rien, c'est comme ça, parce qu'on est en train de dévaloriser le papier-monnaie, chose que les investisseurs en bitcoin et crypto-monnaies, mais aussi dans les métaux précieux, on le voit avec l'or, l'argent, etc., ont compris la réaction des matières premières, des métaux, etc., et précieux en particulier, ou des crypto-monnaies,
que j'aime moins, je le reconnais, étant par nature un peu conventionnel, vous avez là, quelque part, c'est le petit oiseau qui a compris qu'il y a le serpent de l'inflation et qui voulait s'en méfier. Donc, par solde, vous êtes obligé d'être investi sur des véhicules qui vous permettent de mieux vous protéger contre l'inflation. Et donc, l'immobilier a déjà quand même pas mal monté, un petit peu partout. Puis, l'immobilier est quand même lié au taux d'intérêt quelque part. Donc, la réalité, c'est qu'effectivement, il faut accepter dans un portefeuille d'avoir beaucoup plus d'actions. Et pour ça, il faut accepter aussi la volatilité évidemment supérieure des portefeuilles d'actions aux portefeuilles obligataires. Ce qui veut dire, pour un particulier, c'est l'accepter de tout court, avec sa tripe. Pour les institutionnels, ça veut dire que le conseil doit valider, d'accepter ça. Mais vous savez, il faut beaucoup de temps. Il va falloir du temps pour que je pense que les gens comprennent qu'on a totalement changé d'un monde qui devient maintenant un monde inflationniste. Il va falloir... Ça fait déjà 2-3 ans qu'on commence à voir les prémices, mais si vous regardez les commentaires un peu partout, c'est « Non, mais en Europe, c'est sûr, les taux d'intérêt sont en train les taux d'inflation sont en train de rebaisser, il n'y a plus aucun problème, c'est juste une espèce de bulle liée par rapport à l'Ukraine. » Pas du tout, c'est beaucoup plus fondamental. Il faut avoir des actions, mais il ne faut pas forcément avoir les actions de la dernière grande période. Je m'explique. Les actions qui ont formidablement bien marché dans la phase de désinflation étaient ce que j'appelle des actions à duration longue, donc plutôt des valeurs de croissance. Ce qu'il faut peut-être avoir ou regarder aujourd'hui, ce sont peut-être des valeurs qui sont liées un petit peu au monde d'hier, que les gens n'aiment peut-être pas, mais c'est vrai que des valeurs comme des Michelin sont quand même des leaders mondiaux qui n'intéressent absolument plus personne, qui ont quand même des bons dividendes, qui ont quand même des business models qui fonctionnent bien. Accessoirement, il se trouve qu'une voiture électrique consomme beaucoup plus de pneus qu'une voiture classique. Vous voyez, ce sont des choses, mais qui n'intéressent personne aujourd'hui. Je pense que un investisseur, quel qu'il soit, privé comme professionnel, doit plutôt regarder devant lui plutôt que derrière lui. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les investisseurs sont confortables, d'une part, avec l'instinct grégaire, qu'on voit bien, t'es beaucoup sur la tech, toi, tu as beaucoup de Apple, tu as beaucoup de machin, moi aussi, voilà, c'est confortable. C'est inconfortable d'être minoritaire au niveau de la pensée, si je puis dire. C'est très confortable d'être avec tout le monde. Et c'est accéléré, accentué par le fait que nous avons une énorme croissance de la gestion indicielle qui, normalement, c'est toujours comme ça un petit peu en fin de mouvement. Avant de creuser sur les actions, parce que c'est passionnant, je voudrais revenir sur le fonds euro. On a 44 millions de contrats d'assurance vie en France. Les Français sont dopés au fonds euro. C'est un peu un sport national. Est-ce que vous le mettez dans le même sac que les obligations ? Oui, parce que c'est effectivement la même chose, avec en plus un autre phénomène, c'est que ces fonds euros peuvent être, en cas de crise ou de problème, ils peuvent être bloqués par la loi qu'on appelle la loi Sapin, alors que si vous avez des unités de compte, vous gérez vous-même ce que vous avez dans votre portefeuille. Donc, personnellement, je pense, mais évidemment, c'est plus facile quand on est un peu du métier, mais dans ce cas, il faut passer par des intermédiaires et des gens qui ont... Mais surtout, il faut passer et travailler avec des gens qui ont une capacité plutôt pour regarder devant eux et de comprendre. Or, encore une fois, dans un monde en inflation, avec plus d'inflation, les vainqueurs ne seront pas forcément les vainqueurs des 10 dernières années. Même généralement, quand il y a de nouveaux cycles, de nouveaux mouvements, les vainqueurs sont très probablement différents. Vous avez parlé de Michelin, qui est un leader mondial sur son secteur, qui profite de l'explosion du véhicule électrique, qui en plus consomme plus de pneus, qui verse un dividende. Est-ce que vous pouvez nous citer d'autres critères qui vous paraissent importants et peut-être des valeurs qui répondent à ces critères d'investissement pour vous ? Encore une fois, je pense que vous avez dans la phase de désinflation les valeurs dites de croissance qui aujourd'hui sont les plus représentées, que l'on voit très bien dans les fameuses 7 magnifiques aux États-Unis ou chez nous, les ASML, etc., et autres LVMH. Ce sont de très très belles valeurs, de très beaux business models.
Le problème, c'est que tout le monde en a dans les portefeuilles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, d'où vont venir les nouveaux acheteurs là-dessus? De la même manière, sur les fonds aux États-Unis, tout le monde, la planète entière est surpondérée sur les États-Unis, sur le dollar et sur l'ère de technologie américaine. Moi, je vois simplement, Apple est une très belle société, mais après 30 fois les bénéfices sans croissance, à un moment ou un autre, peut-être que des investisseurs vont quand même commencer à se dire, et il faut peut-être un peu prendre des bénéfices un peu là-dessus, et les fonds indiciels ont fait que ces fonds-là ne se posent pas de questions. Telle valeur est la plus grosse d'un indice, ce qui était son cas pendant longtemps, et donc effectivement, la machine achète l'indice, on ne se pose pas la question. Le problème, c'est qu'à un moment ou un autre, quand on va vouloir sortir, puisqu'il y a de moins en moins de gestion qu'on appelle active, et les gens actifs, ils ne vont pas acheter forcément du Apple à 30 fois les bénéfices. Donc effectivement, il me semble qu'aujourd'hui, un certain message de prudence, et j'ai été élevé chez les jésuites, un certain message de prudence me semble utile par rapport à ces secteurs surreprésentés dans tous les portefeuilles. C'est déjà un moyen d'éviter peut-être un petit peu des trous d'air, et je pense qu'il est important pour les investisseurs d'avoir une vision un petit peu différente de ce que fait tout le monde, c'est sûr. Et dans les valeurs value, c'est lesquelles qui vous intéressent? Je pense que globalement, d'une part, quand on voit en Europe, toutes les valeurs moyennes ont été massacrées et dans des proportions inouïes. Il faut reconnaître que les couillonneries de Bruxelles en matière de MiFID ont été quand même assez spectaculaires parce que c'est ce qui a fait que il n'y a plus de recherche sur les valeurs moyennes. Et donc, je pense que c'est un secteur qui est extrêmement bon marché, mais dans toute l'Europe. Là, je parle des valeurs moyennes. Les petites, c'est un massacre. Donc, quelque part, c'est une question de temps. Il ne faut pas se poser la question. Vous allez avoir, soit les sociétés vont sortir de la bourse, parce que les dirigeants vont se dire, quel est l'intérêt d'être coté en bourse? Je n'ai pas besoin de capitaux et ça se traite à des prix multiples, extrêmement bas. Donc, à un moment ou un autre, il y a des gens qui vont peut-être monter des fonds et je risque de perdre le contrôle de mon entreprise. Donc, il vaut mieux que je prenne moi-même les devants et que je fasse un LBO et que je sorte ma boîte de la bourse, ce qu'ont fait certains groupes ces dernières années, des Clarins, etc. Il va y avoir aussi peut-être des fonds de private equity qui vont se dire, mais finalement, on paye des 20 fois les l'EBITDA pour des valeurs, alors qu'on peut trouver des machins à 5 fois les l'EBITDA pour des valeurs petites ou moyennes. Pourquoi aller chercher si loin? Donc ça, c'est sûrement un gisement de valeurs. Vous dire quand ce secteur-là redémarrera, je n'en ai aucune idée. Mais je dirais que, marqué par mon éducation judéo-chrétienne, je veille parce que je ne connais ni le jour ni l'heure. Mais en tout cas, c'est un secteur qu'il faut avoir, je pense, dans le portefeuille. Il faut avoir assurément des valeurs plutôt industrielles, me semble-t-il, en Grande-Bretagne, qui sont incroyablement bon marché, en Europe, et qui sont de moins en moins dans les portefeuilles. Il va se dire des producteurs de biens. Et des gens qui exportent plutôt à l'extérieur dans les zones où il y a de la croissance, qui sont effectivement les pays du Sud. Et c'est pour ça que ça nous permet de faire un petit peu le lien entre les pays développés et les pays émergents que l'on avait évoqués tout à l'heure, si vous voulez. Et le dividende, c'est un critère important pour vous? Oui, parce que finalement, ça ne nuit pas. Et ça permet d'avoir des valeurs moins sensibles aux évolutions de taux d'intérêt. Parce que quelque part, une action de croissance, pour simplifier, c'est une action qui, à la limite, arrive à avoir un taux de remploi suffisant pour dire aux actionnaires, écoutez, on ne va pas distribuer de dividendes parce qu'on a un tel rendement en investissant notre argent dans la société, qu'on a un taux de croissance important. Les valeurs qui ont moins de croissance distribuent des dividendes et quelque part, ça revient, moi qui fais un peu de mathématiques financières dans ma jeunesse, ça revient à réduire un peu la duration du portefeuille, puisqu'en fait, il faut toucher un dividende. Bien sûr, oui. Donc, ces valeurs-là, par construction, sont moins sensibles au mouvement de taux d'intérêt et aux hausses des taux d'intérêt. On a bien vu en 2022 que quand les taux d'intérêt montaient fortement, les valeurs dites de longue duration souffraient plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a effectivement une certaine logique. Et puis, surtout, le plus important,
c'est qu'il faut également que les entreprises aient cette capacité à imposer leur prix dans l'inflation. Et toutes ne sont pas forcément jugées de la même manière. Deuxièmement, vous avez des entreprises qui, dans certains cas, peuvent avoir des bénéfices apparents importants, mais parce que simplement, vous avez telle machine, ça coûtait 100 aujourd'hui. Le problème, c'est qu'elles sont là dans le bilan avec une période où il n'y a pas eu beaucoup d'inflation, mais la prochaine machine qu'il va falloir mettre dans les usines, qui va faire le même boulot, il va peut-être falloir payer 200 ou 250. Et donc l'inflation que l'on a globalement, qui se généralise, me semble-t-il, va avoir un impact bilanciel et certaines entreprises vont être... Vous voyez ce que je veux dire, et je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup d'analystes financiers aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, qui voient des entreprises par rapport à ce genre de sujet et cette problématique-là. Or, elle est très importante. Justement, l'inflation, vous l'avez évoqué tout à l'heure, un des actifs qui est censé être un hedge, une protection contre l'inflation, c'est l'or, plus 20% en 2024. Oui. Il a sa place dans le portefeuille d'un particulier aujourd'hui ? Totalement. Tout simplement parce que il y a différentes choses. D'une part, ça fait 3000 ans que l'or permet de protéger contre les manipulations des dirigeants politiques. C'est bête. Le Bitcoin est une très belle construction intéressante avec 21 millions de jetons. Mais le Bitcoin, effectivement, est lui-même unique. 21 millions de jetons. Mais on peut créer autant de coins que l'on veut. Donc, effectivement, le Bitcoin, lui, est unique. Il a une position forte. Et il commence à être... les banques commencent même à en mettre dans les portefeuilles, etc. Voilà, Librel. Mais il y a un problème fondamental, c'est qu'il ne reste plus que 6% à peu près du Bitcoin à émettre. Ce qu'on appelle les mineurs, les gens qui retracent la blockchain et qui la reconstituent, sont payés pour ça, mais ils sont moins bien payés maintenant depuis le mois d'avril. Et il y a de plus en plus de véhicules, comme les ETF, etc., qui sont fondés sur, en fait, non pas, ils ne détiennent pas les bitcoins, mais ce sont des bitcoins virtuels ou indiciels, si vous voulez. Les bitcoins eux-mêmes circulent de moins en moins. Et de toute façon, le bitcoin n'est pas une monnaie. Ça ne sert à rien. On a expliqué il y a 10 ans qu'on allait payer tas de choses avec les bitcoins. On ne l'a encore jamais vu. On ne le verra jamais. L'autre point quand même très important, c'est que pour l'instant, il y a un prix du bitcoin, etc., parce qu'il est intéressant de faire du mining de ces bitcoins, du minage de ces bitcoins. Mais qu'en sera-t-il le jour où, effectivement, il n'y aura plus beaucoup d'intérêt pour faire du minage de ces bitcoins? Quel sera le marché, compte tenu du fait que, en fait, vous avez les premiers acteurs qui ont des sommes considérables, et puis il y a tout le reste. Donc, très honnêtement, je pense que à votre génération, c'est plus tentant que l'or. Mais je pense que pour les vieux croutons et les gens qui ont un peu d'expérience dans le métier, je pense que l'or et les métaux précieux sont une protection. Mais surtout, au-delà de ça, les valeurs minières et les mines d'or en particulier sont extrêmement bon marché. C'est pratiquement la classe d'actifs la plus détestée au monde aujourd'hui. Et en fait, pendant les 2 premiers mois de l'année, on a eu en fait des arbitrages. Les gens sont sortis des fonds de mines d'or pour entrer en partie dans les fonds d'ETF de Bitcoin. Probablement, c'est un peu le baiser de la mort, probablement le plus mauvais moment pour faire ça. C'était vraiment les gens qui disaient « je n'en peux plus de ces mines ». Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que pour un investisseur, avoir une exposition, oui, sur ce genre de protection me semble utile. On va finir sur l'immobilier. Est-ce que l'immobilier a sa place dans le portefeuille d'un investisseur particulier? Et si oui, sous quelle forme? L'immobilier papier, la pierre papier, l'immobilier physique, en France, en Europe, sur d'autres continents? L'immobilier est évidemment une protection naturelle contre l'inflation. Mais comme on l'a évoqué tout à l'heure, l'immobilier dépend également d'un certain nombre de facteurs, et en particulier le facteur des taux d'intérêt. Or, la remontée des taux d'intérêt, on le voit bien aux États-Unis, l'immobilier souffre et n'a pas fini de souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? La hausse des taux d'intérêt dans les pays anglo-saxons, où la dette est généralement à taux variable, n'a pas fini de faire souffrir
les structures ou les citoyens endettés. La transformation aujourd'hui, avec beaucoup plus de télétravail, etc., et moins de ventes sur place dans les magasins, dans moins de bureaux, a un impact également. Donc en fait, on est aussi dans un monde qui est en train de changer au niveau de l'immobilier. Non, je pense que une classe d'actifs qui a sa place aussi, ce sont les actifs dans les pays asiatiques ou émergents qui aujourd'hui, rapportés aux États-Unis, si on compare les indices des pays émergents par rapport aux États-Unis, on est au plus bas des 50 dernières années. Au plus bas des 50 dernières années. Si on a une vision un peu contrarienne, ce qui est plutôt la mienne, c'est pas confortable d'aller faire des choses qui ne sont pas à la mode, mais c'est, je pense, assez utile d'aller un peu plus dans ces zones-là, parce que ce sont des zones où il y a beaucoup de besoins économiques inassouvis, et donc c'est un gisement de croissance. Et donc, pour la jouer, soit vous avez des fonds qui sont directement investis dans ces pays-là, ou vous avez des entreprises, aux États-Unis ou en Europe, qui sont très exportatrices ou qui vendent beaucoup dans ces pays-là. Mais ces valeurs-là sont déjà souvent à des niveaux de valorisation, je pense à des LVMH, qui sont à des niveaux relativement élevés quand même, et qui sont, dans tous les cas, très dépendants de la Chine aussi. Transition parfaite, puisque je voulais aller sur les marchés émergents. Vous avez bossé pendant des années sur ces marchés, et notamment la Chine. Vous en parliez tout à l'heure, c'est la puissance antagoniste des États-Unis. Aujourd'hui, le ratio cours sur bénéfice de la bourse chinoise, c'est un peu moins de 10. Aux États-Unis, c'est plus de 25. Même en France, c'est 19. Comment vous expliquez cette dévalorisation, ce désamour aussi fort qui fait qu'on est au plus bas historique des X dernières années? La Chine, depuis Deng Xiaoping, 78, a connu un développement que j'appelle sur le modèle singapourien. Le modèle singapourien, c'est nous, gouvernement, nous faisons un bon boulot pour mettre en place des infrastructures. On met les fonctionnaires, on met une organisation, un régime juridique, etc., pro-business, qui est efficace, qui n'est pas corrompu, mais ne venez pas nous emmerder avec ces questions de démocratie. Ce modèle a été un modèle qui a permis un extraordinaire développement de Singapour, qui est passé en 50 ans à maintenant avec le premier PIB par habitant, pratiquement, alors que c'était un pays totalement sous-développé. Il a été imité par beaucoup de pays dans la région. Il a été surtout beaucoup imité par la Chine. Mais il se trouve qu'il y a un certain monsieur Xi, qui est là depuis 2012, qui a quelque part modifié ce modèle. Et maintenant, l'instinct de puissance de monsieur Xi, et pour essayer de remettre la place de la Chine à la première place du monde à tout point de vue, est en train de supplanter le modèle, j'allais dire, singapourien. Ce qui est un problème. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne permettez pas aux entreprises et aux particuliers de s'enrichir en Chine, c'est un problème. Et le Parti communiste, malgré ses 80 millions de membres, s'il n'y a plus de croissance économique ou qu'elle est vraiment durablement ralentie, le pouvoir central aura un vrai gros problème. Et c'est un peu ça le nœud gordien aujourd'hui qu'il faut trancher. Nous avons effectivement des valorisations qui sont très bon marché. C'est aussi, il faut le dire, la Chine est incroyablement détesté maintenant de tous les investisseurs, ne serait-ce que tous les grands vendeurs d'indices que sont les Morgan Stanley, etc., dans leurs indices, ou les grandes bourses mondiales américaines en particulier, ont tendance à sous-pondérer d'une manière délibérée les valeurs chinoises dans les indices, ce qui fait que les institutionnels s'adaptent par rapport à ça, et en fait, ces gens-là ne vont pas acheter. Mais à un moment ou à un autre, on commence à voir quand même de belles sociétés qui sont très bon marché. Et donc, il faut avoir là aussi un petit peu de courage. Et le courage de revenir, de souscrire des fonds émergents, de souscrire des fonds qui ont un point important dans la Chine. Parce que qu'on le veuille ou non, il y a dans toute cette région des gisements de croissance considérables. Et ce système fonctionne avec une centralité de plus en plus autour de la Chine, à la fois financière, mais économique et commerciale, et de moins en moins sur les États-Unis. Et quand on voit les évolutions du commerce mondial, on voit bien que la part que l'Occident fait avec l'Asie est en train de faire ça, et la part que fait le Sud, entre les pays du Sud, est en train de faire ça. Donc, quelque part, il faut suivre le commerce un petit peu. Et en tant que particulier, vous pensez
qu'il faut jouer la Chine comment? Il faut acheter des valeurs, il faut souscrire à un fonds actif, il faut prendre un ETF MSCI Chine. Pas de gros mots, un ETF, un fonds passif, non, je pense qu'il faut, il est important d'avoir, parce qu'un ETF chinois, par définition, il va avoir beaucoup de banques chinoises dans son portefeuille. Bon, on est dans un monde, je ne suis pas sûr que les banques en Chine aient tout à fait la latitude, la liberté d'investir et de faire ce qu'elles veulent. Donc déjà, en évitant d'investir dans des banques chinoises, me semble-t-il, on a plutôt un petit avantage technique. Donc oui, je pense qu'il faut plutôt gérer. Il y a beaucoup de gérants de qualité en Europe, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, qui sont capables de gérer des portefeuilles avec une vision longue. Il faut avoir des équipes qui ont une longue expérience, qui sont capables, parce que de plus en plus, il va y avoir quand même le stock picking va devenir de plus en plus important sur ces marchés-là. Donc, il est important d'avoir des équipes et des professionnels, mais je crois beaucoup plus dans ces zones-là à la gestion active, même si elle n'est pas à la mode aujourd'hui, qu'à la gestion passive. Il y a 10 ans, un des gros paris de Comgest, c'était le Japon, 30% du portefeuille. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Et si oui, pourquoi? Il y a beaucoup de choses qui sont très bon marché au Japon. Déjà, je commencerai par la devise. La devise est incroyablement bon marché. Alors, je veux bien croire qu'effectivement, comme je l'expliquais tout à l'heure, la Banque centrale du Japon, depuis maintenant plus de 20 ans, manipule la courbe des taux d'intérêt. Ce qui fait que les investisseurs institutionnels sont allés investir à l'étranger avec une couverture de change. Mais aujourd'hui, ça veut dire que non seulement les investisseurs institutionnels, à un moment ou à un autre, il faut quand même voir que le JGB, l'argent, les emprunts publics, les OAT japonaises sont maintenant pratiquement à 1,2% de rendement sur le 10 ans. Alors évidemment, par rapport à nous, ça ne fait pas beaucoup, mais par rapport à des rendements négatifs qu'on a eu à un moment, c'est quand même quelque chose que l'on pourrait fort bien avoir à un moment ou à un autre, un retour massif, parce que Japan Inc., si je puis dire, a quand même 3 000 milliards de dollars d'actifs investis à l'étranger. À un moment ou à un autre, Madame Watanabe, la Madame Dupont japonaise, va quand même commencer à rapatrier ses picaillons et les investisseurs institutionnels vont aussi rapatrier de l'argent chez eux. Et comme dans le même temps, tout le monde des hedge funds, du private equity, etc., c'est incroyable le nombre de gens qui sont endettés en yens, parce que le yen, ils empruntaient avec une monnaie qui était à taux d'intérêt faible et qui en plus foutait le camp en permanence. Donc on se dit, c'est génial, j'emprunte à un taux nominal qui est faible et en plus je rembourse en monnaie de singe jusqu'au jour où, et je pense qu'effectivement nous ne sommes peut-être pas très loin d'une inversion des flux qui ferait que les investisseurs institutionnels japonais pourraient revenir pas mal chez eux. Les Japonais, et j'ai un immense respect pour le Japon et ces gens-là, mais ce sont quand même des industriels. Moi, quand j'ai commencé dans le métier, il y avait un vieil adage, on disait, quand les Anglais achètent, c'est souvent un petit peu trop tôt. Quand les Suisses achètent, c'est souvent un petit peu trop tard. Quand les Japonais achètent, on voit un découvert. Simplement pour dire que les Japonais sont globalement, je sors le joker, sont quand même de très mauvais investisseurs globaux, mais qu'il y a en tout cas au Japon, je peux vous le dire, parce qu'on a une équipe, je connais quand même bien ce marché, il y a au Japon énormément de très belles sociétés de croissance, surtout dans les valeurs plutôt moyennes, extrêmement bon marché. Mais elles n'intéressent pas tellement. Le Japon est aujourd'hui un paradis pour les stock pickers, mais qui ont un biais value. Et comme effectivement, Warren Buffett est allé sur les valeurs, ce qu'on appelle les Sogo Sofa, les valeurs de ces grands trusts commerciaux japonais, tout le monde est allé un petit peu sur ce secteur-là. Et les valeurs de croissance sont aujourd'hui, je trouve, c'est l'exception presque au niveau mondial. Les valeurs de croissance au Japon sont extrêmement bon marché. Donc, je pense, en mon âme et conscience, qu'il y a effectivement... que c'est justifié, que ça vaut la peine d'aller regarder un petit peu dans des zones qui ne sont pas forcément à la mode. C'est sûr qu'effectivement, avoir du Japon aujourd'hui, c'est moins sexy pour beaucoup de gérants que d'avoir du Nvidia ou du Microsoft. Mais il y a quand même de très belles choses au Japon. Au-delà de ces deux géants, Japon-Chine, s'il y a d'autres pays dans les marchés émergents qui vous paraissent extrêmement attractifs aujourd'hui?
Alors, l'Inde, bien sûr, est assez importante, mais là aussi, le stock picking est absolument fondamental. Les Indiens locaux sont de gros investisseurs aujourd'hui. Il y a des flux considérables qui rentrent dans les fonds indiens, mais il est possible qu'il y ait prochainement une taxation pour les ménages indiens. Ça pourrait être un petit peu désagréable. L'autre point, c'est que beaucoup de gérants spécialisés au niveau mondial ou sur cette région ou l'Asie ont eu tendance à sous-pondérer massivement la Chine et surpondérer l'Inde. À côté de ça, moi, je vois des zones comme par exemple l'Indonésie. C'est quand même un pays considérable en matière de population qui n'intéresse absolument personne. Oui, il y a des choses encore dans ces secteurs-là et il y a des gens qui font un bon travail dans ces zones-là, bien sûr. D'ailleurs, l'obligataire dans ces zones-là, c'est différent puisque c'est des monnaies étrangères. Charles Gave, lui, investit dans des obligations chinoises. En tout cas, il investissait, je ne sais pas s'il continue. Oui, tout à fait, oui. Est-ce que c'est pertinent pour vous ? Disons que globalement, encore une fois, vous savez, quand on a connu la crise asiatique de la fin des années 90, quand on est indonésien et qu'on voit M. Kansu qui est comme ça en train, la photo a fait le tour du monde et en Indonésie en particulier, en train de voir le pauvre petit bonhomme qui signe les papiers du FMI, etc. Ces pays-là n'ont plus de dette. Ces pays-là sont globalement largement autofinancés. Les dettes sont aujourd'hui massivement en Occident et en Chine. Mais ces pays globalement d'Asie du Sud-Est ou d'Asie ont très peu de dettes. Et je rejoins totalement Charles Gave là-dessus. Je pense qu'effectivement, la Chine essaye aussi d'avoir... ils ne vont pas avoir le renminbi, ne peut pas remplacer la centralité du dollar américain, sûrement pas. Mais probablement, nos amis chinois cherchent à promouvoir quand même, en tout cas au niveau local, régional, et c'est comme là que ça se passe. Je vais dire un réseau financier qui a une certaine centralité sur le renminbi, qui n'est pas convertible, mais rappelons que de plus en plus, vous avez à Shanghai le marché de l'or qui vous permet contre des renminbi convertibles d'avoir de l'or, etc. Et donc effectivement, nos amis chinois cherchent quelque part, et c'est un peu obsessionnel aujourd'hui, à dézinguer le rôle du dollar, monnaie de transaction de réserve mondiale. Alors ils ne vont pas le faire, ils ne peuvent pas le faire de face, ça ne marchera pas, mais ils le font point par point. On commence à voir qu'effectivement, le dollar est moins utilisé, par exemple, pour les matières premières comme le gaz et le pétrole, puisqu'effectivement, c'est beaucoup avec des exportations de pays qui sont blacklistés, comme l'Iran et la Russie, bien évidemment. Et bien évidemment, tous ces pays-là qui faisaient leur settlement en dollars autrefois ne vont plus le faire. On n'imagine pas une seconde la Russie vendant du gaz et du pétrole à la Chine faire un settlement en dollars. On n'y reviendra plus jamais. Donc, si vous voulez, il y a effectivement, et la Chine a une envie, c'est certain, de pouvoir opposer un monopole au dollar. Et ce monopole, je pense qu'il s'appelle l'or, effectivement. Et la Chine est le premier producteur, premier importateur, premier marché aujourd'hui. Et Zijin est la plus grosse mine d'or chinoise, c'est aussi le plus gros market cap dans le secteur au monde. Pourquoi vous pensez que Comme Geste a réussi à tirer son épingle du jeu pendant toutes ces années en faisant du stock picking? C'était quoi votre sauce secrète ou votre méthode? Alors, c'est un petit peu... Bon, là, on sort un petit peu du sujet parce que je ne suis pas là pour parler à titre de Comme Geste. Je m'exprime, uniquement à titre très personnel. Vous avez grandement contribué à... C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. C'est surtout parce que je pense qu'on a su motiver et avoir des équipes de gens formidables qui ont fait un bon travail. Et aussi parce qu'on a un type d'investissement bien ciblé qui sont les valeurs de qualité et de croissance que l'on garde très longtemps. Vous savez, en fait, nous sommes, et moi le premier, je peux le dire maintenant que je suis sorti et que je suis à la retraite, je suis paresseux. Donc, le boulot d'un gérant, c'est de trouver des têtes très bien faites, et tel le pouls, c'est de s'accrocher dans les cheveux. Et c'est l'équipe qui fait le boulot. Alors, ça demande quand même un petit peu de travail pour de des équipes qui font un bon travail. Mais quand on trouve des gens exceptionnels, dans des entreprises exceptionnelles qui font un boulot formidable,
faut pas chercher à vendre, acheter, etc. Donc, on reste, et tel le parasite, on s'accroche sur le dos de la bête, et c'est eux qui font le boulot. Alors, c'est parfois plus compliqué que ça, mais schématiquement, c'est la capacité à trouver des modèles exceptionnels, gérés par des gens exceptionnels, et qui ont souvent, à tout point de vue, une éthique, une gouvernance. Et c'est pour ça qu'on était plutôt souvent un petit peu en avance en termes de SG, de gouvernance, etc. Parce que les gens qui font un très bon boulot, et pendant très longtemps, c'est parce qu'il y a aussi derrière, généralement, des familles actionnaires qui sont formidables, comme on l'a avec des L'Oréal et des tas de sociétés comme ça en France. Et dans les pays émergents, il faut avoir les managements exceptionnels. Et chose plus difficile, il faut avoir des actionnaires familiaux qui sont eux-mêmes respecter le minoritaire. Or, dans les pays émergents, et le monde chinois en particulier, il y a les gangsters, les salopards, les gens fréquentables et les gens très bien. On ne vient jamais avec les deux premières catégories, les gangsters et les salopards. Jamais. Parce qu'à un moment ou un autre, ils vont voler. Donc, voilà. Déjà, le fait d'éviter, j'allais dire, de venir avec les gangsters, on a un petit avantage technique. C'est quoi le dernier conseil que vous donneriez à un investisseur particulier qui veut gérer son épargne correctement, mais qui a peut-être pas l'âme d'un stock picker et la passion d'y passer des heures tous les jours? Alors, je suis un peu un vendeur de merguez, mais je pense qu'il faut quand même... ce sont des zones, ce sont des métiers qui deviennent difficiles. Et je pense qu'il faut avoir des équipes de professionnels qui ont une capacité pour essayer de voir différemment de ce qui est à la mode. Et je crois profondément que la gestion active aura un développement. Aujourd'hui, c'est le secteur où tout le monde dit que c'est très cher, qu'un ETF c'est moins cher, c'est mieux, etc. Je le veux bien. L'expérience prouve que, et je prends l'expérience du Japon, les fonds indiciels ont été extraordinairement populaires au Japon en 89 et fin 89. C'était le plus haut du marché japonais, 39 800. Et ensuite, dans la phase de baisse, n'importe quel gérant classique, conventionnel, a fait mieux que n'importe quel gérant indiciel. Voilà, donc je prêche un peu pour ma paroisse, mais je pense honnêtement qu'il faut être capable aussi de faire des choses un peu différemment de ce que était la mode, de ce que tout le monde veut faire aujourd'hui. Merci Vincent. Merci.